C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième session des cahiers de vacances de la data. Donc aujourd'hui, c'est Louis qui va vous faire le cours sur les types de données et les variables. Donc, vous allez commencer à rentrer dans le dur avec Python, Anaconda, voir ce que c'est, comment ça marche. Et du coup, je laisse la main à Louis. Peut-être juste avant de commencer, est-ce que tout le monde a bien eu accès à la plateforme Learn, a bien pu voir les vidéos, peut-être fait un petit peu des exercices pour aujourd'hui? Si jamais vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à mettre un message dans le chat et je prendrai votre nom et je vous contacterai après sur Slack. Super, je vois que tout le monde est hyper réactif. Ok, cool. Ça a bien fonctionné. Pendant toute la durée, on a 1 heure là du coup pour vous faire la session live. Et si vous avez la moindre question, posez-les dans la partie questions pour qu'on puisse mieux monitorer et répondre à toutes les questions possibles. Et vous avez aussi la possibilité de liker en fait les questions si ça vous intéresse. Moi, elle remontera au-dessus et ça nous permettra de l'avoir plus rapidement. Voilà, je te laisse la main. Ok, bah très bien, on va y aller. Donc, le but aujourd'hui de la session, c'est qu'on va reprendre Anaconda et on va parcourir ensemble les différentes choses qui sont nécessaires. Alors, c'est un cours qui est hyper important parce que vous allez vous en servir à la fois pour Python, mais aussi dans n'importe quel langage de programmation. C'est des genres de choses qu'on va voir aujourd'hui. C'est pareil pour tous, il y a les types des variables. Donc, l'objectif, c'est de voir cette base. Elle est indispensable. Vous allez voir que par la suite, tout va aller. On va enrichir, on va rajouter de la complexité. Et du coup, si à un moment vous êtes perdu, il faudra revenir à ces bases. Et les bases, c'est celles vraiment qu'on va voir aujourd'hui. Donc, normalement, chacun d'entre vous, vous avez dû réussir à faire le setup et puis télécharger. Alors, je vais partager mon écran avant de me lancer. Hop. Voilà, je partage mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran qui est partagé maintenant? Je vais dire ça. On est bon. Ok. Tu peux couper les notifications si tu veux de ton. À quel endroit? De Livestorm. Ok. Juste à côté d'action, tu as juste à côté d'action. Le petit bouton à côté. Okay. Voilà, et au moins ça fait. Ok, super. Merci beaucoup, Pauline, de m'avoir sauvé sur ce coup-là. Donc, maintenant, tout le monde voit mon écran. Alors, vous avez tous téléchargé Anaconda. Anaconda, c'est un logiciel qui est assez facile d'installation. J'espère que ça n'a posé aucun problème des problèmes pour personne. N'hésitez pas à nous en parler aussi si vous avez des problèmes. C'est une sorte de marketplace où l'avantage, c'est que tout est déjà préinstallé et il y a des logiciels qui sont très utilisés qu'on va retrouver dedans. Donc, par exemple, aujourd'hui, on va beaucoup utiliser Spyder, qui est un éditeur. Et dans cet éditeur, il y a déjà tout qui est préparé pour pouvoir coder en Python. Si vous commencez par ça, ça paraît assez naturel, assez simple. Mais en fait, sans des logiciels comme ça, on a beaucoup de choses à installer sur les ordinateurs pour utiliser les bonnes versions de Python, pour faire plein de choses. Et du coup, c'est hyper compliqué. Donc là, l'avantage, c'est que c'est assez simple. Un peu plus tard, on verra le Jupyter Notebooks. C'est aussi quelque chose qui est assez utilisé et qui a l'avantage, en fait, de pouvoir coder du Python de manière assez interactive et de pouvoir partager ses fichiers avec son équipe, avec ses collaborateurs. Et donc, ça permet comme ça de reprendre tout le flot de réflexion autour d'une donnée, de regarder comment on la nettoie, comment on la visualise, et donc de partager ces rapports avec d'autres personnes. VS Code aussi, c'est un autre éditeur. Enfin, voilà, il y en a plusieurs qui sont présents ici. Aujourd'hui, nous, on va utiliser principalement Spyder. Alors, je descends pour le prendre. Donc, quand on le lance, ça lance après le logiciel. Et les choses que vous avez dû faire quand vous avez lancé le Spyder, là c'est mon ordinateur qui rame un petit peu le temps qu'il le lance. Hop, on voit qu'il est en train d'arriver en dessous. Donc on va parcourir un peu Spyder et on va voir quelles sont les grandes fenêtres et à quoi ça sert chacune des choses à l'intérieur. Alors il se charge. Donc ici, première chose, dans les exercices, il y a différents fichiers que vous pouvez télécharger et mettre un peu où vous voulez dans votre ordinateur. Par exemple, sur le cours, il dit de le mettre dans Documents. Moi, je l'ai mis sur mon bureau. Ici, là, on peut aller explorer les différents fichiers et recharger le dossier qu'on a téléchargé pour le visualiser à l'intérieur de Spyder. Donc, c'est assez simple. En fait, je vais aller dans mon bureau, je vais aller le prendre et je vais cliquer sur le wagon exercice, donc il y a un dossier que j'ai créé, et je vais prendre le premier exercice, Hello World, que je vais ouvrir. Ici, vous pouvez voir qu'en dessous, là, il y a différentes fenêtres principales. Il y en a une, peut-être que vous l'avez installée, Unit Testing, qui permet de valider les exercices directement.
Il y en a une qui s'appelle Files et qui permet tout simplement en fait d'aller visualiser tous les fichiers qui sont dans mon dossier. Donc ça, c'est exactement la même chose que si j'utilise mon Finder sur mon Mac ou alors mon explorateur sur Windows et que je vais directement ouvrir le fichier. Ici, on peut les ouvrir et on va trouver un premier fichier là qui s'appelle hello.py, ça dépend comment on le dit en anglais. Donc, quand je double-clique sur ce fichier, là, je vais pouvoir voir le contenu qu'il y a dans ce fichier. Ici, je vais pouvoir écrire des informations. Autre chose importante qui a bien noté, c'est que quand j'ai la petite étoile qui est en haut, c'est-à-dire que le fichier n'est pas sauvé. Donc, à chaque fois, je vais écrire du code, je vais sauver mon code, et quand je vais l'exécuter, quand je vais cliquer ici, ça va l'exécuter, et je vais voir la sortie du code ici dans la partie console. Donc, vraiment, c'est plein de choses qui sont assez basiques. Ici, j'ai un fichier, c'est du texte. Vous pourriez l'écrire dans n'importe quel éditeur de texte. Ça pourrait être sur du Word, ça pourrait être sur du TextEdit, ça pourrait être sur n'importe quel type d'éditeur que vous avez. Nous, on utilise Spider. Quand je clique dessus, je vois ce qu'il y a dans le fichier, je sauve mon fichier, et quand je l'exécute, Spider me permet de voir la sortie directement ici. Donc, un des exemples tout simples, on va pouvoir utiliser une des méthodes de Python qui s'appelle print, et je vais lui dire à mon programme de taper Hello World. Donc ça, c'est des choses assez basiques qu'on peut, en général, quand on commence un peu à coder, il y a toujours la première application, le premier truc, c'est Hello World, c'est juste pour vérifier que tout marche bien. Quand je clique sur Play, ici, il va m'exécuter mon fichier, donc c'est dans User, Louis, Desktop, le wagon exercice, Hello World, hello.py, et il m'affiche le résultat qui s'appelle Hello World. Donc, le système, à chaque fois, c'est la même chose. Si je rajoute, par exemple, en code, en fait, à chaque fois, les choses, il faut les faire une fois pour s'en rendre compte. Donc, si je veux imprimer mon prénom et que je l'exécute, ici, là, il m'a automatiquement enregistré le fichier quand j'ai cliqué et il m'a imprimé les deux choses. Il m'a donc en sorti directement dans la console. Donc ça, à chaque fois, ce qu'il faut imaginer, c'est que Python va partir de rien du tout, une feuille blanche, va lire mon fichier petit à petit, il va lire ces premières lignes, on va revenir après sur ce qu'elles veulent dire, il va lire la première instruction qui est un print hello world, il va l'imprimer sur la sortie, et la deuxième qui est print Louis, il va l'imprimer sur la sortie. C'est vraiment la logique d'un ordinateur, et c'est la logique d'un programme informatique. Donc, à chaque fois, ce qu'on va faire ensemble, là, c'est quand on se met dans la tête d'un ordinateur, c'est vraiment quelque chose qui n'est en soi qui est performant, mais qui est pas très intelligent en tant que tel, qui va prendre des fichiers, qui va les lire et qui va exécuter les différentes instructions qu'on va lui donner et qui va les ressortir dans la console ici à côté. Ça, c'est vraiment le fonctionnement. Au niveau vous avez d'autres fichiers aussi, par exemple, pour faire des tests, là, dans l'exercice, il y a le fichier qui s'appelle Playground. Vous pouvez naviguer à travers ça. Et par exemple, si vous avez besoin, vous pouvez aussi ouvrir un autre dossier qui s'appelle Playground, l'ouvrir, et donc vous allez voir ensuite les informations qui sont dans playground.py ici. OK pour tout le monde? Autre chose, quand on apprend des langages, c'est-à-dire que là, maintenant, on va rentrer vraiment dans le langage Python, et il y a des syntaxes, et il y a des types et des variables. Donc ça, je vais prendre le cours qui est présent ici. Hop. Donc je pense que vous avez tous trouvé hein, dans l'interface de Learn à quel endroit vous pouvez trouver les différents cours. Donc ici, là, au niveau des variables, et on va voir un peu ce que c'est et le type des variables qu'on peut avoir dedans. Donc en Python, on appelle souvent ça les data types. C'est pareil dans tous les langages informatiques. Il y en a pas, en fait, il y en a plein qui sont des traits basiques et il faut juste ils sont hyper basiques. On va les retrouver un peu partout et du coup, on va les parcourir ensemble. Donc, par exemple, ici, là, si j'ai envie que mon programme imprime un entier, c'est un des premiers types. Donc là, je vais noter type ici. Print, par exemple, 23. Là, il va, donc comme on a vu pour Hello World juste avant, il m'imprime 23. Le type de 23, donc ça, si j'ai envie de demander quel est le type de 23, si je demande le type, et quand je l'exécute, à ce moment-là, il va me dire 23, c'est le type de la data qui est dedans, c'est un entier, d'accord, un integer. Donc, il y a plusieurs types principaux. Il y a par exemple les entiers, donc pour par exemple 23.
En termes de, il y en a d'autres, ça va être par exemple les floats, donc c'est-à-dire que par exemple des entiers, mais avec des virgules. Donc c'est-à-dire que c'est des chiffres avec des virgules, ça sera des floats. Donc si par exemple je prends 23,5 et que je lui demande quel est le type de ça, 23,5, si je lui demande le type, à ce moment-là, le premier, c'est un integer, le deuxième, c'est un float. Donc c'est-à-dire que pour tout ce qui est chiffres, on aura principalement soit les integers, soit les floats. Integer, c'est sans virgule, float, c'est avec des virgules. Un autre grand type qu'on va utiliser très souvent, c'est par exemple quand j'ai fait au début de print de Hello World. Ici, là, si je me demande quel est le type de ça, donc je vais lui demander. Ça, donc là, ma dernière réponse, c'est un string. C'est-à-dire que toutes les chaînes de caractères, ça va être des strings. D'accord? Et donc, vous voyez qu'à chaque fois, qu'est-ce qui se passe là quand j'exécute mon programme? D'abord, il va lire la première ligne 23. Donc là, c'est un integer, puis un float, et ensuite un string. D'accord? Ensuite, il y a différents types qu'on va utiliser. Donc, les chaînes de caractères, c'est super utile dans plein de langages. Il y a différents types qu'on va pouvoir voir aussi. Il y a par exemple un des types qui est nul. C'est-à-dire que ça, c'est vachement utilisé en informatique. Pour l'instant, ça paraît peut-être un peu abstrait, mais c'est quand il n'y a rien dedans. C'est quelque chose qui est nul. Et souvent, on va l'utiliser par exemple dans des fonctions. Quand on va vouloir qu'elles retournent rien du tout, elles vont retourner nul. Et donc, la manière d'écrire nul en Python, c'est none. Donc, vous voyez que quand je l'ai tapé là, automatiquement, il m'a reconnu, il m'a coloré le none, il me l'a écrit. Ce qui est assez important, c'est que none, comme ça, c'est pas la même chose que none si je l'écris de cette manière sans majuscule. Okay. C'est-à-dire que comme on a vu là qu'un langage informatique, c'est assez précis, nous, il va falloir qu'on rentre dans les mêmes niveaux de précision qu'un ordinateur. Donc none avec une majuscule au début, c'est pas la même chose que none sans majuscule au début. D'accord? Et c'est pour ça que là, il me dit attention, ça, il ne connaît pas none, et c'est un name qui ne connaît pas. Donc si je regarde le type de none, j'exécute, c'est le non-type. Okay. En autre type qui va être assez connu, c'est les booléens. Les booléens, c'est pour retourner vrai ou faux. D'accord? Donc ça va être aussi c'est quelque chose qu'on va relativement utiliser. Et vrai ou faux, ça va être un peu comme none. C'est-à-dire que ça sera, hop, si je regarde le type là, ça sera true avec une majuscule. Si j'exécute, ça c'est le type booléen. Donc booléen, et l'autre booléen qui existe quand c'est pas true, c'est false, et donc c'est false avec une majuscule de la même manière. Là, j'ai mes deux booléens à la fin. Donc, on voit que là, qu'est-ce qu'on a comme type, comme data type? On a à la fois des integers, ok? On va essayer, après on les connaît un peu tous. Les floats aussi. On a les strings qui sont, la traduction en français, ça serait les chaînes de caractères. Ici, on a le non, voilà, le non-type, et ici, on a les booléens. En Python, il y en a d'autres qui existent aussi, et vous avez, enfin, sur les slides, elles sont aussi écrites. Il y a tout ce qui est dictionary, et ça, on ne va pas les voir tout de suite parce que c'est des types qui sont un peu plus complexes, mais qui sont aussi vachement utilisés. Et on a les listes aussi qui existent en Python. Donc on ne les voit pas tout de suite parce que l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre tout ce qui sont les data types basiques, vraiment les plus basiques, et ceux qui sont, voilà, donc les plus avancés, on les verra un peu plus tard. Vous avez l'exemple dans le cours pour voir comment ils sont écrits. Si je reviens, vous voyez que là, j'écris pas mal de choses un peu au-dessus, mais il ne faut pas paniquer quand on voit un langage. C'est-à-dire que principalement, c'est un peu toujours la même structure qu'on va avoir. Ici, quand j'ai tapé print, là, print, on va appeler ça une fonction. Donc, une fonction en Python, on tape le nom de la fonction, on ouvre la parenthèse, on ferme la parenthèse. Et quand on fait ça, vous voyez qu'à chaque fois, c'est toujours la même logique que j'ai utilisée. Avec ici, on met des choses dedans. Donc, par exemple, 23 que j'ai mis au début. Si je veux connaître le type, donc c'est une autre fonction qui existe, je fais type, et là, j'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse. Donc, c'est pour ça que moi, en général, quand je code, je l'ouvre et je la ferme directement. Et puis, même là, vous voyez, c'est quasiment automatique. Quand je l'ouvre, il va me la fermer automatiquement parce que pour pas que j'oublie. Et donc, quand je tape le type, je mets autre chose dedans pour avoir le type. Donc, par exemple, le type, ici, là, c'était type de 23. Et si je veux imprimer le résultat, c'est pour ça que je fais print.
j'ouvre la parenthèse et je la ferme à la fin, mais c'est encore une fois la même syntaxe, c'est-à-dire que c'est le nom de la fonction et on lui met un argument dedans qu'on va lui donner dans la fonction. Ok, à peu près pour ces différents éléments. Donc ça, c'est hyper important et on va les voir vraiment à peu près tout le temps. Ici, là, donc ça, c'est la deuxième partie. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des data types en Python, mais aussi, il faut leur donner, il faut les placer à des endroits. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des variables. Peut-être, juste avant que, parce que ça va être directement lié, je pense, à ce que tu vas faire avec les variables, il y a Ambre qui demande, est-ce que vous pourriez donner un exemple concret de cas où on a besoin de savoir le type, en fait, des données? Ouais. À quoi ça nous sert, en fait, de savoir ces données? Alors, en fait, c'est juste que quand on va, par exemple, lire un fichier CSV avec des données dedans, qu'on va vouloir faire des graphiques et les visualiser. Imaginons, on est dans un Excel, on va voir par exemple l'âge des personnes. Donc ça, quand on va le charger, on va dire voilà, c'est un âge, donc c'est un entier. Après, on aura peut-être des dates dedans. Ça, c'est des types encore plus avancés. Donc, par exemple, si j'ai des dates pour savoir quel est l'anniversaire de chacune des personnes, la date d'anniversaire, ça sera d'autres types de données. Si j'ai des noms, des prénoms, ben voilà, quand je vais les charger, en fait, je vais les mettre dans des variables. Et donc, chacune de ces variables est typée. Et c'est pour ça que c'est important de savoir un peu le type des données qui est à l'intérieur. Si, un exemple aussi, et on peut le parcourir, c'est que le fonctionnement du programme, certaines choses qui vont être assez basiques, vont dépendre du type des variables. Donc ça, je vais vous montrer par exemple directement dans la console. Vous voyez que dans la console aussi, là, je peux taper des commandes directement. Donc par exemple, si je fais 9 plus 9 ici, là, Python va directement le lire et va me le faire. Donc 9 plus 9, il me dit que c'est 18. Et donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, là, j'ai un integer plus un autre integer, je fais la somme des deux integers. Mais par exemple, et si je fais quelque chose qui n'est pas exactement, qui n'est pas pareil, si je lui dis, je te donne une chaîne de caractère 9 plus la chaîne de caractère 9, là, est-ce que le plus, il ne va pas faire la même chose? Parce que une addition entre deux chaînes de caractères n'est pas la même chose qu'une addition entre deux integers. Donc ici, quand je regarde, il me dit, ben, 9 plus 9, c'est égal à 99. Vous voyez et donc là, c'est pour ça que quand on est un programme informatique, si on réfléchit comme le programme, je veux dire, là, j'ai un integer 9 plus un autre integer 9, je dis 18. Là, j'ai la chaîne de caractère 9 à laquelle je vais faire la concaténation, on va avoir un peu plus tard une autre chaîne de caractère 9. Le résultat, c'est 99. Le même plus n'a pas du tout le même sens en fonction du type de données qu'on a. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, à chaque fois, il faudra le prendre en compte, il faut être assez précis là-dedans. Et quand on revient aux sources, en fait, à la chose la plus bête et la plus élémentaire de notre programme, on aura des choses de cette manière-là. Super. Et on a une autre question de Dinan qui demande le type dictionary. Est-ce que c'est l'équivalent du type objet, en fait, par exemple, comme en JS? Ça va. Alors, en effet, en fait, chacun des types dans les différents langages, ils peuvent avoir des noms différents, ils peuvent avoir des choses différentes. Le dictionary, ce sera plus un peu comme un array, en quelque sorte, un tableau en JS. Là, et l'objet sera plus proche de la liste. Donc, c'est vrai que tous ces types qui sont vraiment basiques et utilisés par beaucoup de langages, on va les retrouver dans différents langages. Donc là, ce qu'on voit exactement, ça sera le même fonctionnement en JavaScript. Ça ne sera pas la même syntaxe, mais par contre, ça sera les mêmes types de données avec des propriétés un peu de certains langages qui vont les interpréter de manière différente. Là, une des choses, par exemple, en termes de langage informatique, le Python comme le JavaScript, c'est des langages qui sont assez haut niveau. C'est-à-dire qu'on va juste taper ce dont on a besoin et le langage derrière va gérer beaucoup de choses. Notamment, va gérer la mémoire, va gérer les différentes allocations. Quand on a des langages qui sont beaucoup plus bas niveau, beaucoup plus proches des machines, on doit faire des choses plus compliquées. C'est-à-dire que quand on va vouloir stocker des informations dans des variables, on va devoir aussi allouer la place de mémoire qui est disponible. Et donc, c'est des langages beaucoup plus bas niveau. Mais là, c'est beaucoup plus simple de coder en JavaScript, en Python, parce qu'on s'abstrait de beaucoup de difficultés. Et donc, du coup, on tape juste ce qui nous intéresse. Et c'est pour ça qu'en termes de compréhension de métier, ben, on est assez efficace dedans. Les variables, on y arrive. Donc, les variables, donc, qu'est-ce qu'on a quand on a une variable? C'est-à-dire que, vraiment de manière assez basique, c'est-à-dire qu'on va dire notre programme, tu vas garder dans un petit espace de ta mémoire quelque chose que je vais stocker à cet endroit-là. Et cette chose-là, je vais la nommer. Donc, par exemple, si j'ai envie de stocker un âge, je vais dire âge, donc ça va être le nom de ma variable, égale 23. Si j'ai envie de stocker dans l'âge la valeur 23.
Donc, vraiment, c'est-à-dire que si dans la mémoire de mon ordinateur, il y a un endroit que je vais nommer âge, et ça, je vais lui donner la valeur 23. Ça, ce qu'on fait ici, là, c'est on est en train, ça s'appelle d'assigner une valeur dans une variable. Donc, c'est un assignment, donc c'est-à-dire qu'on dit 23, je t'assigne dans la variable âge. Suite à ça, une fois qu'on a fait ça, si par exemple je fais print de âge, à votre avis, quelle va être la valeur de sortie qu'on va avoir dedans? Il va aller m'imprimer en fait la valeur qui est dans âge, et cette valeur qu'on a mis juste au-dessus, c'est 23. Donc quand je vais faire ça, il m'imprime 23 sur la sortie de mon programme. Donc je vais mettre les autres en commentaire comme ça. Ils vont plus nous embêter pour la suite. Alors là, j'ai dit quelque chose comme si c'était évident, mais tout ce qui est, par exemple, en Python, la manière d'écrire des commentaires, c'est on commence par un dièse de cette manière la ligne. Donc ça, qu'est-ce que ça fait derrière? C'est-à-dire que nous, vu qu'on écrit des programmes, c'est bien de le documenter, de dire un peu ce qu'on fait dans le programme, de ne pas mettre que des lignes qui vont être comprises que par l'ordinateur. Donc, si quelqu'un, un de mes collaborateurs, même moi, un peu plus tard, je relis mon programme, j'ai souvent envie de comprendre qu'est-ce que j'avais fait il y a peut-être une semaine. Et du coup, on rajoute des commentaires. Donc, on commence par le dièse, et ensuite, on écrit ce qu'on veut dedans, quoi. Et donc ça, quand Python va lire le fichier, il va pas lire, il va ignorer tout ce qui est commentaire, il va dire ça c'est pour les humains, c'est pas pour moi, ça c'est pour les humains, c'est pas pour moi. Et du coup, il va uniquement lire les instructions qui sont pour lui. Donc là, en fait, vu qu'il n'y a que des commentaires en haut, il va arriver dans H, il va avoir 23, et il va juste m'imprimer, enfin, juste voir cette sortie-là. Donc ici, là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc dans ma variable, j'ai fait un assignment et je lui ai mis la valeur 23, mais de la même manière, je peux avoir, par exemple, une autre variable qui s'appellerait first name. Et si j'ai envie de lui donner des noms de personnes, quel nom on va donner pour les différentes personnes, mon prénom, first name Louis. Là, je peux assigner dans une variable une chaîne de caractères qui est Louis. Okay, donc ça, c'est vraiment la manière d'assigner. Ce qui est assez différent, donc par exemple, quand on fait des maths au collège, enfin un peu tout le temps, on a l'habitude, par exemple, d'écrire 2 plus 2 égale 4. Et ça, quand on fait ça, un peu un humain, quand il va faire 2 plus 2 égale 4, il dit la partie gauche de l'équation est égale à la partie droite. En informatique, c'est différent, c'est pas le même égal, en tout cas, c'est pas le même sens qu'on met dans le égal. En informatique, là, ce que j'écris, c'est ce égal, c'est un assignment, c'est-à-dire que il veut dire tu me mets Louis dans la variable first name. Et donc ça, c'est pour ça qu'on assigne cette information. Donc vraiment, on sort un peu de notre logique où égal, partie gauche égale partie droite. Ça, c'est vraiment, tu me mets la chaîne de caractères, tu me mets cette valeur Louis dans la variable first name. OK? Ici, ce qui est intéressant aussi, donc qu'est-ce qu'on peut garder un peu en mémoire, c'est-à-dire que les variables, c'est assez bien quand on écrit un programme, de leur donner des noms qui sont assez explicites. Je peux lui donner n'importe quel nom. Je peux l'appeler par exemple, si j'écris un truc un peu vite, je peux écrire n'importe quoi, égale Louis, par exemple. Ça, si je fais ça, c'est très bien, ça va marcher de la même manière. Ça c'est l'espace mémoire exactement comme first name, mais quand je vais me relire, je vais rien comprendre. Et du coup, de bien nommer ces variables, c'est aussi une bonne pratique, parce que c'est ce qui va permettre de savoir qu'est-ce qu'on manipule, qu'est-ce qu'on est en train de faire à différents endroits. Dans le cours, ce qui est écrit aussi là, c'est que par exemple les constantes, on les écrit en majuscules. Donc ça, c'est autre chose. Parfois, vous allez voir des noms de variables qui sont en majuscules. C'est intéressant de le savoir. C'est pour dire que c'est des constantes. C'est-à-dire que on va pas, une fois qu'on a des constantes, on ne va pas changer la valeur plus tard. On pourrait le faire, mais on ne va pas le faire. Et du coup, c'est pour dire, voilà, ça, c'est juste une constante de mon programme. Et donc, je change un endroit et tout mon programme va prendre en compte cette constante. C'est pas très important. C'est juste pour vous, si à un moment vous le voyez, c'est des sortes de conventions quand on va écrire en Python. Et donc, les majuscules, ça sera pour les constantes. Ici, là, autre chose qui n'est pas dans le cours, mais qui va être assez intéressante, c'est qu'à la fois, on peut assigner, mais on peut réassigner. Si, par exemple, là, je dis âge égale 35, et que je fais print de âge, ma valeur, là, elle aura été... Alors, qu'est-ce que je vais avoir ici? Il va me dire OK, 23, et puis ensuite, je la réassigne, et donc, il va me dire 25. Et il va me dire 35. Donc, j'ai réassigné ma valeur.
quelque chose qu'on va voir souvent, c'est-à-dire que ça, en soi, c'est pas très intéressant, j'ai écrasé ma valeur d'avant, mais souvent, on va vouloir dire, si c'est mon anniversaire et j'ai un âge de plus dans mon programme, on va souvent faire âge égale l'âge plus 1, par exemple, incrémenté de une seule fois. Et ça, en fait, le 23, au lieu que ça soit juste en dur 23, parce que si après j'ai 24 ans, 25 ans, 26 ans, je vais dire mon âge égale à mon âge plus 1. Et donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il me dit, dans l'espace mémoire âge, je vais ajouter 1 et je vais le stocker dans l'espace mémoire âge. Donc ça, 23 et ensuite 24. Là, j'ai réassigné et j'ai incrémenté ma valeur. Des manières de faire des incrémentations aussi, sûrement vous allez en voir à des moments, il y a des petits raccourcis, mais ça reste des manières d'assigner. On peut écrire âge plus égal 1. Et donc ça, c'est juste le langage Python qui permet de dire, quand je vois plus égal 1, c'est l'âge plus 1. C'est-à-dire que ça est équivalent à cette ligne, mais voilà, c'est juste un petit raccourci. Donc là, si j'exécute, j'ai bien 23. Ici, l'âge égale 23 plus 1, 24. Âge plus égal 1, 25. Print âge, 25. Vous voyez pour le fonctionnement là-dessus? On passe maintenant au string et à la concaténation des strings. Donc, comment ça fonctionne ici, quoi. Donc, vous voyez que là, je fais à chaque fois dans mon programme sur le côté. Si on a envie d'être un peu, d'avoir une interaction encore un peu plus rapide sans faire les prints, parce que pour pas qu'il m'exécute mon programme et qu'il me sorte la sortie du programme, je peux aussi taper des choses directement dans la console. Si par exemple je fais Louis plus Chavannes, là, ce qu'il va me faire, il va me faire une concaténation, et donc il va me coller les deux strings ensemble, et il va me les concaténer. Donc ça, vu que la sortie est un peu moche, on peut aussi rajouter des espaces. Donc par exemple, je peux faire aussi Louis plus un espace plus Chavannes. Là, c'est un peu plus joli, il me ressort Louis Chavannes. Vous voyez que de manière indifférente, on peut mettre soit des doubles quotes, soit des simples quotes là-dessus. Mais par contre, si on met double quote, on met double quote partout. Si on met simple quote, on met simple quote à droite et à gauche pour qu'ils comprennent de quoi on est en train de parler. Donc ici, là, on va écrire un peu des choses sur la concaténation. Je vais me faire une première variable first name qui est égale à mon prénom. Last name. Alors, on va reprendre le même exemple comme ça fera moins Louis Chavannes. On va reprendre John Lennon. Ici, donc, si je concatène les deux strings, donc c'est avec le plus, hein, print first name plus last name. John Lennon tout collé. Donc vous voyez que ça, c'est un peu moche et ça peut être un peu pénible à force d'écrire des choses comme ça qui ont une sortie qui est un peu moche. Donc, hop, je commente les autres là. Ceux-là, je les garde, évidemment. Donc, au lieu à chaque fois de faire avec des plus, avec un espace pour que ça soit plus joli, de cette manière-là, on va utiliser une autre chose assez régulièrement qui s'appelle l'interpolation. Donc, l'interpolation, c'est vraiment pour gérer un peu ce que le programme va ressortir. Et donc, par exemple, donc la structure de l'interpolation, on va commencer par un F, on va écrire notre string après. Donc, et par exemple, on va écrire entre, et c'est en je m'appelle, par exemple, entre accolades, et là, on va écrire first name. Si j'exécute ça, il m'écrit je m'appelle John. Donc, qu'est-ce qu'on a là comme fonctionnement? Et encore une fois, c'est de la syntaxe. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de choses à inventer. Voilà, on l'apprend par cœur. On regarde comment Python fait l'interpolation. L'interpolation, ça existe dans énormément de langages. Et à chacun des langages, il va y avoir sa propre manière de faire, quoi. Donc là, avant ma chaîne de caractères, j'ai mis un F. Si je ne mets pas le F et que je fais ça, il va me dire je m'appelle first name. Si je mets le F, il va me dire dans first name, tu vas me chercher la valeur de ma variable first name et tu me la mets. Donc c'est pour ça que les deux ne sont pas pareils. Si je ne mets pas le F, il me sort
il ne va pas me chercher la valeur, il me met des accolades, il m'écrit first name. Si je mets le F, il va me chercher, alors je mets aux deux endroits, il va me chercher la valeur qui est dans first name, et il me le met entre accolades ici. Si par exemple j'avais une autre, hop, je vais me faire une autre variable, je vais dire âge égale 30, print, F, voilà, pour dire on va faire une interprétation, et G, là je vais mettre âge. Là il me fait, je m'appelle, forcément très bien, c'est celui qu'on avait, et je m'appelle John, et j'ai 30 ans. Il me met bien, il va me chercher l'âge, il me le met dedans. Ici, à l'intérieur, même si on a besoin, si on a envie, on peut aussi faire des opérations. Donc, par exemple, si je mets âge plus 1, en fait, dans ces accolades, il va me faire 30 plus 1 égale 31. Et donc, il va me dire que il va m'écrire et j'ai 31 ans. Donc, ce format est assez pratique. Et quand on écrit des programmes, c'est d'ailleurs assez lisible. On met le F, ça j'enlève parce que c'est vraiment c'était juste pour vous montrer. On met le F et on écrit comme ça ce qu'on veut. Et il écrit de cette manière les choses de manière assez claire. Et c'est super facile à relire. Donc, c'est toujours cool d'avoir des choses qui sont faciles à relire. C'est-à-dire que les autres vont le comprendre et moi, je vais comprendre quand je vais relire par la suite. Dans le cours, il y a un autre format qui est celui-là pour faire de l'interpolation, qui est un peu plus ancien. Mais si vous lisez des programmes, parfois vous allez le voir. Ce qui est important à savoir, c'est juste se dire, OK, ça c'est une manière d'écrire de l'interpolation. Pour les versions de Python un peu plus vieilles, je comprends, et c'est l'interpolation. C'est le concept interpolation que je comprends et qui est dedans. OK? Est-ce qu'on peut écrire une interpolation dans la console directement? Ben, alors, tout ce qu'on écrit en fait à gauche, là, si je prends par exemple uniquement donc par exemple, enfin, oui, évidemment, en fait, tout ce qu'on a en fait à chaque fois là, tout ce que je prends ici par exemple, pour le copier, le coller dans la console, et c'est exactement ce qui est fait à chaque fois, quoi. Donc, mon programme, en fait, c'est comme s'il était, quand il est lu, c'est comme s'il était copié, collé dans la console, exécuté, et qui me met ses résultats, quoi. Donc, à chaque fois, si on a notre, hop, on va reprendre celui-là, et ici, on peut tout copier dans la console. Et même d'ailleurs, souvent, quand on code, c'est très cool d'avoir cette console parce que si on ne sait plus exactement ce qu'on va faire ou comment ça s'écrit, on le teste rapidement dans la console, on voit jusqu'à ce que ça marche. Par exemple, j'ai oublié que c'est un F, ben je me dis je vais tenter avec un G, je ne sais pas, je tape quelque chose, il va me dire tout de suite, ben voilà, ce que tu tapes, c'est n'importe quoi. Et donc, on n'a pas besoin de s'embêter à tout coder dans un programme. Dans la console, c'est hyper interactif pour pouvoir se coder ce qu'on a besoin et de voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc vraiment, d'aller dans la console, c'est souvent super pratique et très puissant pour pouvoir le faire. Une petite question de Philippe aussi. Ouais. Quand on utilise l'ancien format de concaténation avec point format, est-ce qu'on peut faire également des opérations à l'intérieur? Est-ce qu'on peut rajouter le plus 1 par exemple dans l'âge comme tu as fait toi? Par exemple, alors là, on ne peut pas le. Alors, oui, je suis quasiment sûr que oui, on va le vérifier rapidement ensemble. Donc, je mets mes deux. Ici, là, c'est par exemple, je m'appelle. Alors, vous voyez, c'est quelque chose que j'ai fait aussi de manière. Enfin, sans vous dire, mais par exemple, là, vu que j'ai une simple quote avec l'apostrophe, si j'écrivais ma chaîne de caractères avec des simples quotes, ici, là, il ne va plus comprendre parce que pour lui, il l'ouvre, et on la ferme ici, et après, il va dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi. Il va dire, je comprends. Il n'y a aucune variable qui s'appelle appel. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça ne veut rien dire, quoi. C'est pour ça que quand on écrit et qu'il y a des apostrophes, ou si on a besoin d'écrire des choses avec des doubles quotes, ben on prend plutôt l'inverse. Par exemple, pour éviter que le programme ne marche pas là-dessus. Donc, je m'appelle, et je mets ça. Voilà, on fait le test first. Alors, on va faire par exemple 30 plus 1. Alors, ça ne veut rien dire, ça. J'ai. Alors, je suis en train de faire n'importe quoi là. Hop, je vais écrire âge. En format. Je pense qu'on peut mettre directement 30 ici, là. Alors oui, non. Âge égale 30. Je recommence depuis le début.
Alors là, il n'a pas compris. Alors, qu'est-ce que... Qui rend H plus 1? Ben non, du coup, là, il n'a pas voulu. Donc, du coup, à mon avis, on peut pas faire de... On peut pas faire... On va refaire le test, là. Donc, question. Sinon, on vérifiera dans la documentation, Philippe, et on t'enverra les infos. Attendez. Bon. Ouais, bon, j'ai plus sous les yeux, là, mais je comprends pas. Ah, on a Raphaël qui nous propose quelque chose dans le chat. Ah, peut-être, je vérifierai en fait sur peut-être c'est cette structure enfin, je sais plus. Je regarderai pourquoi les choses là-dessus. J'enverrai un message là-dessus. Autre chose, donc, hop, on a une partie là sur la partie casting. Là, c'est quelque chose que parfois on va le voir et c'est intéressant de regarder. Souvent, quand on a des formulaires web, et par exemple qu'on va demander l'âge ou des informations sur des personnes. Un âge, par exemple, c'est pas la même chose si on met âge égale 30 que si je mets âge égale 30 de cette manière. Parce qu'il y en a un qui va être un string et l'autre qui va être un integer. Donc, par exemple, là, si je fais si j'ai envie de faire si j'ai envie que le string que j'ai, il devienne un entier pour que je puisse faire plus 1, plus 2, plus 2, ben je vais devoir le caster, ça s'appelle, et je vais changer son type pour plus que ça soit un string, mais pour que ça soit un integer. Donc ça, c'est tout ce qui est casting. C'est-à-dire que en fait, on change le type de données qui est dedans. Donc si j'ai âge égale 30, et là je fais type de âge, là-dessus, il va me renvoyer. Hop, je vais faire un print pour qu'il me l'écrive. Il va me renvoyer que c'est un string. Si je fais, si je change et que je dis en fait tu as un entier, donc ça sera print de type de int, et donc ça c'est des méthodes de Python, qui va me transformer l'âge qui est le string en integer. Et donc là, il va me dire ensuite c'est un int. L'avantage d'un int, c'est par exemple si je fais âge plus 1, vraiment c'est vraiment ça les objectifs, il va me calculer l'âge, il va me calculer 30 plus 1. Si je fais la chaîne de caractères 30 et que c'est un string plus 1, il va me faire 301. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant de pouvoir changer les types, et donc de caster soit des strings en integer, soit des integers en string. Et de la même manière, si j'ai envie de retransformer un integer en string, ça sera string de, par exemple, de 3, par exemple, hein, et je fais type de string de 3, en fait, ça ne sera pas la chaîne de caractères 3, ça sera l'entier. Ça sera l'entier 3. Donc là, il me bien que signe. Donc ça, c'est vraiment utile et ça sera très utile. Vraiment, par exemple, quand on va lire des fichiers ou quand on a des inputs d'utilisateurs sur du web et qu'on récolte en fait des chaînes de caractères et qu'on envoie des entiers, à ce moment, on les casse sur des entiers et du coup, ça devient des entiers pour le langage. OK. Ensuite, ça chose, donc c'est vraiment aussi dans plein de langages et on va les retrouver à chaque fois, c'est les opérateurs. Donc si je fais 1 plus 2, c'est comme dans une calculette, hein, donc plus, moins, multiplier, diviser. Diviser, là, 2 diviser, c'est une division où on garde que la partie entière. Modulo, je ne sais pas si on l'a vu, ce modulo, mais c'est le reste de la division par 2. Ça, c'est quelque chose qu'on voit parfois je ne sais plus si on le voit en spécialité maths, enfin je pense qu'on le voit en spé maths, le modulo. Parfois, ça va être intéressant. Souvent, il est utilisé, par exemple, quand on va regarder si des entiers sont pairs ou impairs, on va faire modulo, on va regarder ça. Et ça, c'est puissance. Donc voilà, genre de la même manière, tous les opérateurs vont exister. Si on continue aussi, et ça sera l'occasion comme ça d'aller voir la documentation. Donc à un moment, personne n'est censé connaître un langage par cœur. On le connaît bien quand on a l'habitude de l'utiliser. Mais sinon, quand on rentre dans un langage, un des premiers réflexes qu'on a, c'est d'aller lire la documentation et d'aller voir les fonctions qui sont disponibles et qu'on peut utiliser. Donc là, par exemple, on a listé les fonctions basiques. Donc si je vais sur docs.python.org,
peux aller voir la documentation qui va dépendre des versions de Python qu'on a. Alors, en Python, en fait, il y a une grosse évolution de Python sur la version 3 qui n'était plus nécessairement compatible avec la version 2. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien choisir la version qu'on utilise. Là, on va prendre par exemple la dernière. Si je vais voir dans la référence de la librairie, je peux aller voir les built-in functions, qui sont toutes les fonctions par défaut. Donc, les fonctions par défaut, c'est celles qu'on utilise. Donc, par exemple, la int, c'est celle qu'on a utilisée tout à l'heure pour caster un string vers un entier. Lesquels on a utilisé aussi tout à l'heure, on a utilisé le print, c'est par exemple une qu'on a utilisée, voilà, qui est pas forcément. Enfin, il y en a plusieurs qu'on va utiliser, enfin, qui sont définis et qui existent à ces différents endroits. Si, là, c'est dans les programmes en Python, en général, il n'y a que celles qui sont basiques qui sont utilisées. Et si on a envie d'en utiliser certaines qui ne sont pas présentes dans celles qui sont basiques, il y en a pourtant plein d'autres, il y a plein d'autres packages qui utilisent, à ce moment, on va devoir, et c'est très important, importer le package pour que les fonctions soient disponibles dans le programme. Donc ça, je crois que c'est sur la partie qui est juste après, là, sur les fonctions mathématiques. Donc dans les exercices, on doit les utiliser aussi. Donc là, il y a la partie entière, enfin, il y a le fait d'arrondir en dessous, d'arrondir au-dessus ou factoriel, voilà, on s'en fiche un peu. En tout cas, le package math a plein de fonctions aussi qui sont disponibles dedans. Et si on a envie de l'utiliser, à ce moment, c'est très important. Il va falloir qu'on importe ce package pour utiliser les fonctions qui sont dans ce package. Donc la manière de faire ça, ici, donc là, on va voir, c'est d'importer. On va faire import de math. Et une fois que j'importe mon package math, à ce moment-là, je vais pouvoir utiliser les différentes fonctions qui sont dans math. Donc math, par exemple, .floor. Donc, tu vas prendre la partie entière, 3.5. Ça, si je l'exécute, il m'a bien fait la partie entière de 3.5, il me l'a déjà bien prise. Si je n'avais pas mis import math, donc là, et que je suis, imaginons, on réfléchit tous comme un programme qu'on est en train de lire, je print, ok, je connais parce que ça, c'est une built-in function, c'est quelque chose que je connais, donc je sais ce que ça veut dire print. Après, j'arrive à math, et là, il va dire, ok, c'est quoi math? Math is not defined. Donc, je ne vais pas pouvoir le faire. Et si j'oublie de mettre math et je fais directement floor, là, il va dire, ok, floor is not defined. Qu'est-ce que c'est floor? D'où ça sort? C'est pour ça que là, je dois lui dire import math. Et là, quand je fais ça, je fais math.floor. OK? Une autre syntaxe que vous allez voir parfois pour faire les imports, c'est-à-dire que si je n'ai pas envie d'avoir tout math dans mon programme, mais d'avoir uniquement la floor, je peux faire from math import floor. Et ici, je vais pouvoir appeler directement floor. OK? Donc voilà, c'est les deux manières d'importer. Mais souvent, pour l'instant, on n'est pas tellement dans des logiques d'optimisation ou de choses comme ça. On peut importer tous les packages et voir ce qu'il en ressort et les retrouver et les utiliser dans le programme. Donc ça donne accès à quoi derrière? C'est-à-dire qu'en termes au niveau des différentes fonctions, je vais pouvoir aller voir ceux qui existent. Donc là, je vais chercher math, là, je pense qu'il est dedans, là. Mathematical function. Et ici, je vais avoir toutes les fonctions qui existent. Donc là, quand on regarde la doc aussi, voilà, on peut regarder comment elles sont utilisées et à quoi elles servent, quelles sont leurs définitions à chaque fois. D'accord? Donc ça, c'est assez important. Et autre chose, en fait, qu'on va aussi souvent, en termes de variables, vraiment de packages qu'on va utiliser très souvent, c'est tout ce qui touche aux dates. Donc par exemple, là, si je prends datetime, voilà. Ici, au niveau des dates, il va être super bien parce qu'on va pouvoir coder plein de choses sur les dates. Et ça, souvent, on l'utilise parce que quand on fait, par exemple, on importe enfin, en gros, des dates, il y en a dans tous les jeux de données, il y a quasiment, il y a hyper souvent des dates. Donc, du coup, il va falloir être capable de lire les dates, de comprendre que c'est des dates et d'appliquer aussi certaines choses sur des dates. Et tout ça, on va le faire avec datetime qui va nous permettre de faire les différentes opérations dessus. Donc, si on regarde voilà, ce qu'on peut faire avec, donc on va le faire directement ici. Ah. Donc, import datetime. Et là, par exemple, si j'ai envie d'avoir la date d'aujourd'hui, donc je vais dire today, donc là, c'est le nom de ma variable. Dedans, je vais lui affecter la date d'aujourd'hui.
Donc, je vais dans mon package datetime, point. Ici, je peux faire tab. Quand je fais tab, en général, il m'auto-complète les choses. Donc, du coup, ça peut être assez pratique quand on ne sait plus exactement le nom des différentes fonctions qui sont disponibles. Voilà, je vais prendre la date. Voilà. Non, c'était pas ça. Datetime.date.today. Et là, si je vais print today, il va me sortir la date du jour. .today. Hop, ça. Là, il me sort qu'on est le 23 juillet aujourd'hui. Donc après, suite à ça, en fait, il y a principalement, quand on va lire des fichiers, ce qu'on va utiliser, c'est que on va créer une date à partir d'une date. Par exemple, si j'ai dans un fichier, dans un Excel, une date qui est écrite sous ce format-là, je vais lui dire from ISO format, donc là c'est le format ISO, je vais lui dire tu me crées ma date à partir de ça. Et ça, ensuite, on pourra utiliser toutes les méthodes, tout ce qui est utilisé par Python autour de la date, et donc on pourra faire pas mal de choses. Donc, notamment, par exemple, là c'est le jour de Noël. Si on a envie de savoir le jour, enfin le mois c'est simple, mais quel était le jour de Noël sur l'année dernière, on va demander ça à Python, on va l'écrire. Donc ici, on va avoir par exemple, hop, on va mettre Christmas date égale donc datetime date. Alors le nom de la méthode c'est from ISO format. ISO. Imaginons, on ne se souvient plus, ben là, il me le propose directement. Et là, on va lui mettre 2000, allez, on va faire 2017. Je pense que personne ne se souvient du jour de Noël en 2017. Hop. Donc là, ce qu'il attend, lui, c'est derrière un string, d'accord? Donc 2017, 12, 25. OK. Et ça, alors qu'est-ce que je fais? Si je lui demande le type de Christmas date, il va me dire que ça, c'est une date de datetime. Donc, vous voyez que c'est plus la chaîne de caractères que j'ai donnée ici. Il l'a transformé dans un autre data type qui est une date de datetime. OK? Et ici, là, donc qu'est-ce qu'on a au niveau de la... Là, je peux avoir le month, et aussi, je peux avoir différents formats pour réimprimer la date de manière un peu différente, quoi. Donc, si, par exemple, je fais print de... On peut mettre day ici. Là, la chose qui va me sortir, il va me dire que le jour, c'est 25. Point month, il va me dire que c'est 12. OK? Et ensuite, je peux aussi transformer ça donc, de différentes manières. Par exemple, si j'ai envie d'avoir le nom du jour et pas le fait que ce soit le 25, print, je vais faire Christmas date. Et là, c'est string for time, où dedans, je vais lui donner un format. Alors, vous pouvez aller voir sur Internet, il y a tous les différents formats en fait, qu'on peut donner dedans. Et si je mets pourcentage A, là, il m'écrit Monday, parce que le template, en fait, pourcentage A, correspond en fait, au jour de la date. Et donc là, c'est Python qui calcule tout ça et qui me le ressort. Il y a plein de formats différents. Il y a des sites qui expliquent en fait tous les formats de date pour savoir quel output on va pouvoir faire pour bien les représenter. OK, donc voilà. Donc tout ça, si on va voir sur Internet qu'on tape strings for time, vous pouvez voir tous les formats, tous les templates, en fait, qui existent pour ça, pour pouvoir les écrire correctement. Donc là, c'est la fin du cours. C'était vraiment les différentes slides qu'on avait aujourd'hui et qu'on devait voir. Et après, donc vraiment, voilà, chose qui est très importante, de bien comprendre les différents types de données, les différentes variables. Et après, chose très importante, d'importer des packages pour avoir accès à des nouvelles fonctions qui ne sont pas disponibles par défaut et qu'on va pouvoir utiliser dans notre programme. Ici, là, donc, qu'est-ce que vous avez aussi dans le cours? Vous avez en fait la partie playground. Et justement, le but, c'est de réutiliser un peu tout ça, c'est de définir des variables
et de pouvoir écrire des choses. Donc, par exemple, le rayon est défini à 5, voilà, de pouvoir écrire des résultats du programme assez simplement dans le programme qu'on écrit. Et après, une fois que vous êtes assez chaud sur tous ces sujets, l'objectif, c'est de faire le quiz. Et donc là, vous avez toutes les... c'est des questions. Et donc, une fois qu'on maîtrise bien ça, l'objectif, c'est de voir est-ce qu'on arrive à, même sans code, sans le terminal à côté, de voir est-ce qu'on arrive en fait à répondre à ces questions. Et donc, quand on répond à ces questions, c'est de bien différencier les différentes choses. Le data type, d'accord, qui est dedans, la variable, et quand on les écrit après, comment on restitue ces différentes informations. Donc, du coup, très important, faites-le tout ce quiz. Ça permet de valider les acquis qui ont été faits dans ce cours et de voir si vous êtes bien à l'aise avec ça. Et vraiment aussi, voilà, enfin, par la suite, on va complexifier les choses, mais du coup, vraiment d'être. Prenez le temps de bien réfléchir à ça et de voir est-ce que vous êtes bien à l'aise vraiment avec ce concept de base des types et des variables parce que ça va être très important pour toute la suite. Ok. Voilà, mais je pense qu'on a vu à peu près, on les a reparcouru un peu toutes. Par exemple, une autre chose qu'on peut. Je ne sais plus comment il dit. Ici, par exemple, là, ce site internet, donc il y a plein de sites qui aident sur différentes choses. Mais par exemple, quand on a une date qui est définie ici, là, il va pouvoir nous dire, en fait, voilà, sur les formats, en fonction de comment je veux la sortie, quelles sont les valeurs. Donc, par exemple, là, avec le A, le B, le D, ça, c'est-à-dire le pourcentage A, ça sera pour le jour, pourcentage B, ça sera pour le mois sous ce format-là, et pourcentage D, ça sera le numéro du jour, quoi. Ici, là, elles sont toutes définies, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui s'inventent. En tout cas, tous les formats ici sont définis. Donc, par exemple, là, pour les mois, je peux avoir soit le mois abrégé, donc juste les 3 premières lettres, soit le mois en entier, soit sinon le jour du mois. Donc, par exemple, si je mets un grand pourcentage B au lieu du petit pourcentage B, il me met la valeur. Alors, comment il me recalcule? Je ne sais plus comment il me recalcule, mais en tout cas, au niveau des références, vous avez toutes les différentes informations ici pour pouvoir bien le calculer. Et voilà, et c'est pour ça que ça sera assez utile quand vous voulez retourner une information qui soit assez lisible par des humains. Donc, plus avoir la date un peu en brut, mais avoir des formats un peu clairs de la date. Ok, alors peut-être si vous avez quelques questions, là, on peut les. Je ne sais pas s'il y a eu des questions un peu, Pauline. On les a toutes traitées. Il y en a une dernière de Catherine par rapport à l'exercice Playground. Est-ce qu'on va vous donner la correction? On va vous laisser réfléchir encore un petit peu et on essaiera de vous la fournir effectivement pour ce week-end pour que vous puissiez bûcher dessus si jamais vous n'avez pas réussi. Mais à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser réfléchir un petit peu et ensuite, on vous fournira les corrections des exercices. Oui, exactement. Donc comme ça permettra pour vous de valider la réponse et de voir un peu comment ça fonctionne à chaque fois. C'est ça. Par rapport à ce qui reste à faire pour la prochaine session qui aura lieu lundi, du coup, on attaque un nouveau sujet qui sont j'essaie de me retrouver, qui sont les loops et control flow. Donc il y a 2 modules également à voir pour lundi. Donc là, pareil, regardez bien les vidéos et ensuite vous pouvez commencer à faire les exercices si vous en avez envie. Petite parenthèse, dans le sujet des loops, vous avez un exercice qui s'appelle Financial. Et en fait, dans cet exercice, on voit des notions qui sont vues par la suite. Donc, c'est des notions de fonction qui sont vues un peu plus tard dans le programme. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à faire l'exercice Financial. Vous aurez le temps de revenir après. On a vu cette notion-là. Pour le moment, ne le faites pas. Sinon, vous allez avoir des difficultés à le faire. Et après, sur Control Flow, vous avez un petit exercice qui s'appelle le FizzBuzz. Et FizzBuzz, c'est un exercice pareil qu'on retrouve souvent en entretien, par exemple d'embauche pour un développement. C'est des petits exercices pratiques qui nous permettent de savoir si vous avez maîtrisé les bases de ce qui a été appris auparavant. Donc c'est assez connu aussi. Jacqueline, dans l'un des exercices, je n'ai pas pu mettre Unitest dans Spider. Ce que je te propose, Jacqueline, c'est de
de prendre une capture d'écran en fait exactement de l'erreur que tu as eue ou de ce que tu n'arrives pas à faire et de le poster sur Slack et j'essaierai de te répondre directement. Ouais, et puis il y a pour Unitest, donc il y a la vidéo en fait, Ouais, tout à fait. sur lequel qui permet en fait de dire comment on installe ce package. Et après, par exemple, s'il est bien installé, une des manières de faire aussi, c'est d'aller cliquer sur View au niveau, quand on est sur Spider, Pane, et de bien vérifier que là, la partie unit testing soit bien cochée. Si elle n'est pas forcément cochée par défaut, mais en tout cas, quand on la coche, ici, ça permet de le voir ici. Comme. Alors, si le testing, si ça ne marche pas, vos différentes installations, c'est pas forcément très grave, parce que en fait, c'est un peu pour automatiser la correction des exercices. On a écrit des tests. Les tests, c'est bien parce que ça permet, quand on écrit des choses qui sont un peu complexes, de pouvoir vérifier de manière automatique des choses. Et comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de bugs qui se mettent dans les programmes. Et donc là, en fait, pour valider les exercices, pour les valider de manière automatique, c'est pour ça qu'on a écrit des tests. Et si vous réussissez les exercices, les tests doivent passer, et donc on doit pouvoir les voir. Et donc ça, c'est une manière, en fait, au niveau du fichier, là, le fichier de test, c'est celui qui commence par test underscore, ça c'est des conventions. Et donc on peut faire tourner les tests pour voir si ça a été écrit, est-ce que c'est correct. Donc là, par exemple, je vais prendre le unit-test et je vais faire tourner le fichier test. Vu que j'ai pas écrit, j'ai pas fait les exercices, ben, chacun fail. Et là, ça serait une manière, en fait, de voir si, une fois que je suis tout correct, tout passe en vert et tout est correct dans mon programme. Quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on utilise des choses. Si ça ne marche pas pour vous, c'est pas grave, encore une fois. Soit il y a les conseils un peu qui sont dans la plateforme, soit on vous enverra les solutions. Et en lisant les solutions, vous parviendrez à comprendre un peu ce qui se passe et ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Quoi. Donc pas de souci si ça ne marche pas, mais si ça marche, en tout cas, si c'était juste ça, peut-être que ça marchera comme ça. C'est ça. Sinon, en faisant run également, en cliquant sur run et en faisant run unit-test, ça les fait afficher aussi en dessous. On n'a pas d'autres questions. Ok, du coup, bon courage. Donc, pour ces parties-là, je pense que quand les personnes ont l'habitude, en fait, si vous êtes déjà codé, c'est un cours qui est assez, il paraît élémentaire. Donc, du coup, voilà, ça vous permettra d'aller vite par la suite. Mais c'est un cours qui est indispensable et donc tous ceux qui ont moins l'habitude de ça, vraiment, de prendre, de bien réfléchir à ça, un programme, de bien le décomposer, de réfléchir bien comme un ordinateur, en lisant ligne par ligne par ligne, de voir un peu qu'est-ce qui est défini. Quelles sont les variables, à quel moment la variable est assignée, avec quelle valeur, quel type de données on a dedans, parce que le type de données donne accès à certaines choses derrière. Donc vraiment, de tout décomposer point par point pour pouvoir ensuite écrire des programmes qui seront de plus en plus compliqués et de rentrer par la suite. Donc vraiment, si vous êtes perdu par la suite, revenez un peu à ça, ces basiques-là, et une fois que ça sera bien maîtrisé, ça sera un accélérateur pour aller beaucoup plus loin. C'est ça, tout à fait. On vous dit, donc ça ne sera pas Louis lundi, on enchaînera avec Gaëtan, qui sera le deuxième prof pour les cahiers de vacances de la data. Donc on vous donne rendez-vous lundi à 12h30. Moi d'ici là, je vais vous faire passer du coup la correction et je vous mettrai quelques petits messages sur Slack. Et n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par la formation Data Science, donc on lance en octobre la formation de 9 semaines, on a une session d'infos qui se passera mardi à midi, donc je vous donnerai le lien également pour se connecter. Et sinon, on vous invite tous à venir boire une bière au wagon demain soir. Il faut savoir qu'on a tous les vendredis, en fait, on a la bière du vendredi pour les élèves qui suivent actuellement la formation, pour le coworking, et on vous invite aussi à venir dans les locaux. Donc, c'est le wagon Marseille, hein. Ouais. Oui, le wagon Marseille, oui, bien sûr. Et du coup, on vous invite pour ça. Donc, je vous fais un petit message sur Slack avec toutes les infos et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous venez. Voilà. Ok, bon courage. Voilà, pour la suite de la journée, si vous travaillez ou si vous êtes en vacances aussi, faites bien les exercices et à bientôt. Ciao. À bientôt, au revoir.